Salut à tous, c'est OOB. La dernière vidéo sur les véhicules atypiques d'Alfred Baker a fait un carton et vous a beaucoup plu. Je tiens donc à vous remercier du soutien que vous apportez à la chaîne ainsi qu'aux vidéos. Et vu que le sujet des véhicules bizarrement modifiés ou uniques a l'air de vous plaire, on va continuer sur cette lancée en parlant aujourd'hui des Funnies de Erwin Rommel. Tout d'abord, qu'est-ce qu'un Funnies ? C'est tout simplement des véhicules modifiés ou produits spécialement pour une occasion précise. Dans le cas de Erwin Rommel, il s'agit de véhicules faits pour répondre à des critères spécifiques au sein principalement de l'Africa Corps. Souvenez-vous que dans la vidéo sur Alfred Baker, je disais déjà qu'il n'avait pas été le seul à modifier, des fois très lourdement, des véhicules pour remplir un cahier des charges très précis. Mais par contre, il s'illustre comme le maître dans la conversion, en plus d'avoir produit un nombre de véhicules assez énorme. Les Allemands ne seront pas les seuls à adopter cette pratique, et dans une prochaine vidéo, on ira explorer les Funnies des Alliés. Mais trêve de divergence, on va maintenant s'intéresser aux Funnies, en commençant par ceux de Erwin Rommel. Erwin Rommel est le général allemand le plus connu de la Seconde Guerre mondiale. Je ne vais donc pas lui faire une biographie dans cette vidéo, puisque ce n'est pas le but. Sachez juste qu'il est très apprécié par l'état-major allemand, ainsi que de par les hommes qu'il a sous son commandement, en plus de s'être fait une réputation en acier après la campagne de France. On va cependant faire un petit peu de contextualisation rapide sur le front d'Afrique du Nord pendant la Seconde Guerre mondiale, puisque la plupart des Funnies vont être développés et construits pour être utilisés en Afrique. Quand les Italiens déclarent la guerre au Royaume-Uni et à la France, ils se concentrent très rapidement sur le front d'Afrique du Nord en envoyant la 10e armée pour prendre l'Égypte. Malgré quelques succès précoces, les Anglais vont reprendre l'initiative en détruisant au complet la 10e armée. La situation est donc critique et l'Italie va appeler à son secours les Allemands. Hitler prend donc la décision d'envoyer un corps expéditionnaire dirigé par Erwin Rommel, qu'il juge apte à diriger des hommes dans des conditions extrêmes. Mais vous connaissez la chanson « Nouveau théâtre d'opération » signifie aussi une adaptation nécessaire des troupes et du matériel. Les Allemands vont rapidement avoir besoin de mobilité, surtout pour leurs canons, et faire tirer des canons par des chevaux au milieu du désert, vous vous doutez bien que ce n'est pas le top en termes de praticité. Il faut donc motoriser les canons d'artillerie et anti-chars, et pour ça, l'Africa Corps va alors pouvoir compter sur deux modèles principaux. Le premier est le Lorenz Schlepper, monté d'un canon SFH-13 de 15 cm ou d'un canon LEF de 10,5 cm. Vous l'avez sûrement deviné, ce sont les véhicules faits par Alfred Baker en partenariat avec la société Alket, et basés sur la chenillette Lorraine 37L. Les premiers véhicules arrivent en Libye et plus précisément à Tobrouk en juillet 1942 et sont naturellement incorporés dans les Panzerdivision, notamment la 21e et la 15e. Ils seront grandement utilisés par les Allemands, surtout autour du secteur d'El Alamein. Et si vous voulez un peu plus d'infos, je vous invite à aller voir la vidéo sur Alfred Baker où je parle plus en détail du véhicule. Le deuxième modèle est une amélioration d'un véhicule utilisé par la R, principalement pendant la campagne de France. Il s'agit du canon Zik 33 de 15 cm, monté sur le châssis du Panzer II. Les Allemands ont déjà fait un test en mettant ce canon sur le châssis du Panzer I et en faisant produire ces conversions par la société Alket. Cependant, ce premier véhicule comporte un défaut majeur. Il n'est pas assez grand pour pouvoir stocker les munitions de son canon et doit donc être ravitaillé par une aide extérieure. Par chance, au même titre que le Panzer I, le Panzer II subit lui aussi des tests pour pouvoir être converti, et Alket a donc l'idée d'installer le canon Zik 33 sur un châssis de Panzer II. Il faut noter que le véhicule n'est au début pas prédestiné à être utilisé en Afrique, puisque le développement commence en juin 1940, et ce avant même que son grand frère sur châssis de Panzer I ne soit ne serait-ce qu'utilisé au combat. Les premiers tests sont effectués sur un châssis du Panzer IIB, mais le char montre plusieurs problèmes. Deux prototypes seront testés, les deux modèles montrent un recul beaucoup trop élevé au tir du canon, une surchauffe moteur trop importante et une place jugée insuffisante dans l'habitacle, malgré un changement de châssis puisqu'ils utiliseront pour ce deuxième prototype celui du Panzer IIF. Les critiques sont entendues par Alket, qui dans son troisième et dernier prototype augmente considérablement la taille du véhicule, déplace l'emplacement du canon, change le moteur pour installer un moteur refroidi par eau de 150 chevaux, en plus d'élargir et d'allonger l'engin, en ajoutant même un 6e galet alors que le Panzer II ne compte originellement que 5 galets de chaque côté. Alket produit ici finalement presque un nouveau char, puisque pas grand chose d'origine du Panzer II ne sera gardé pour cette version. A noter qu'une version sur châssis de Panzer III sera aussi faite en un exemplaire unique, mais sera mis hors de combat
puis utilisés comme pièces détachées pour d'autres projets. Une dizaine seront finalement produits et arriveront en Afrique du Nord à la fin 1941. Ils seront incorporés dans les régiments d'infanterie pour offrir un soutien en tir direct et seront rigoureusement utilisés par Rommel pour son assaut sur Tobrouk. Cependant, le véhicule est rempli de problèmes, notamment moteurs, et comble, les équipages n'ont même pas de pièces de rechange à disposition, empêchant toute réparation. Entre décembre 41 et mai 42, les équipages vont se battre pour essayer d'utiliser ces véhicules, et les régiments d'infanterie qui vont percevoir ces engins vont souligner une surchauffe moteur importante, de gros problèmes de design et de praticité, et finalement il est jugé que le véhicule est définitivement inutilisable, et aucune autre commande ne sera passée, arrêtant complètement sa production. Maintenant, passons à un autre gros problème des Allemands, les chars ennemis. Lors de la campagne de France, les Allemands vont rencontrer 2 chars lourds qui vont sérieusement leur poser problème. Le B1 bis français dans un premier temps se présente comme un redoutable adversaire blindé et sera complété par la suite par le Matilda britannique. Tous deux représentent une sacrée épine dans le pied, puisque les Allemands manquent de moyens anti-chars mobiles pour pouvoir les détruire. C'est d'ailleurs à ce moment-là, pour la petite anecdote, que les Allemands vont utiliser par exemple le Flak 36 comme arme anti-char, alors que sa première utilisation est d'être une DCA. Les Allemands avaient déjà anticipé ce problème, puisqu'en 1935, lors d'une démonstration militaire, la Wehrmacht avait conclu que pour détruire ou mettre hors de combat un char d'assaut ennemi, le meilleur était encore de lui opposer un char spécialement conçu et fait pour cette utilisation précise, donnant donc naissance aux chasseurs de chars. Ils iront même plus loin dans leur raisonnement, en étudiant les moyens de mettre hors de combat un sous-marin ou encore un bombardier. Pour détruire le sous-marin, on utilise un bateau rapide et manœuvrable en la personne du destroyer, et pour détruire un bombardier, on utilise un avion agile et rapide, donc un chasseur. Pour les Allemands, le chasseur de chars se doit donc être mobile, rapide et agile pour pouvoir rapidement détruire les blindés ennemis. On comprend maintenant du coup pourquoi la plupart des chasseurs de chars allemands ne seront que très peu blindés, pour éviter absolument un alourdissement et une limitation dans la mobilité. Et donc au milieu des années 30, ils vont travailler à la création d'un véhicule anti-char qui remplit les conditions précises de mobilité, de vitesse, de facilité de production, d'un coût réduit ainsi que de modifications faciles à effectuer pour que, par exemple, on puisse changer le canon. Le haut commandement de la Wehrmacht en personne, soit la plus haute autorité militaire allemande, décide de lancer le développement d'un engin spécialement conçu pour pouvoir au moins détruire les chars français 2C. C'est comme ça que le Panzer Selbstarlafette II va voir le jour. Le développement commence dès 1936. Le véhicule est alors basé sur un châssis lourdement modifié du Zug Kraftwagen et il embarque un canon L41 de 75 mm. Produit par Rheinmetall Borsig et Buessing Nag, le véhicule montre une très bonne mobilité sur tout type de terrain et une vitesse max de 70 km/h sur route. Quelques prototypes seront testés entre 1936 et 1940, et c'est en 1941 que l'on a la version finale du véhicule, que vous pouvez voir en photo, et qui est cette fois-ci basée sur un châssis fait spécialement pour l'occasion, et surnommé le BN10H. 2 prototypes seront produits et envoyés en Afrique en janvier 1942. La suite est très floue pour ces véhicules. L'un sera capturé par les Anglais et l'autre sera détruit. Apparemment, le deuxième aurait mis hors de combat 3 chars d'assaut anglais, mais nous n'avons pas plus de précision là-dessus. Le véhicule est finalement jugé comme étant un échec par la Wehrmacht, qui décide assez logiquement de ne pas le produire en série. Les Allemands manquent donc toujours d'un moyen pour contrer les chars ennemis. Manque qu'ils combleront avec l'utilisation du Panzerjäger Hein, mais aussi avec des véhicules improvisés, comme le SDKFZ 6-3, un véhicule utilisé à la base pour tracter l'artillerie, sur lequel ils ont mis un canon de prise soviétique F-22 de 76 mm, d'où la dénomination 6-3. 9 seront envoyés en Afrique en début 1942, mais encore une fois, les équipages vont noter, comme pour certains véhicules qu'on a vus avant, des défauts majeurs. Le véhicule est trop haut et beaucoup trop visible, il est lent, l'optique n'est absolument pas pratique en plus de devoir être réaligné tout le temps. Ils ne connaîtront le feu que quelques mois durant l'année 1942, puisqu'à peine arrivés en Afrique, 8 des 9 véhicules seront déjà en panne. Et encore une fois, d'autres véhicules ne seront donc pas produits. C'était tout pour les funnies de Rommel, et j'espère que cet épisode vous aura plu. N'hésitez pas à rajouter d'autres modèles dans les commentaires, puisque j'ai ici parlé uniquement de ce que j'estimais être le plus intéressant, mais j'ai probablement oublié quelques véhicules qui auraient très bien pu être aussi dans cette vidéo.
Merci encore du soutien, et si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker et à le dire dans les commentaires. Et pour les nouveaux, n'hésitez pas à vous abonner, ça m'aide beaucoup. Moi je vous dis à la prochaine pour de prochains épisodes.